Salut les polémiqueurs! Alors, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'animation sur cette chaîne et de l'actualité des studios Disney, mais à l'occasion de la sortie de Toy Story 4, je voulais absolument partager avec vous ce hors-série sur la création de Pixar. Je suis un très grand fan de Toy Story, je me souviens très bien que quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'avait clairement traumatisé parce que j'avais l'impression que mes jouets étaient vivants et que du coup je devais mieux les traiter. Et finalement, je suis la génération Pixar. Le premier Pixar est sorti en 95, je suis né en 94, et ensuite, depuis le début des années 2000, on a grandi avec ce studio qui n'a quasiment pas changé, dont l'équipe était pratiquement la même jusqu'à la sortie de Coco et jusqu'au départ de John Lasseter cette année. Et même si évidemment j'ai beaucoup d'affection pour des classiques d'animation du studio Disney classique, c'est vrai que je me sens plus proche du studio d'animation Pixar parce que c'est vraiment le studio de ma génération. Et pourquoi j'ai voulu faire ce hors-série Les Polémiqueurs? Parce que derrière la création de Pixar, qu'on attribue souvent à John Lasseter, il y a de très grands cinéastes que vous connaissez très bien. Il y a eu vraiment beaucoup de péripéties pour arriver à la sortie de Toy Story. Pour écrire cette vidéo, je me suis appuyé sur 3 livres. Alors celui-là, qu'on pourrait d'ailleurs plutôt considérer comme un hors-série ou comme un magazine, il est disponible chez Inis Éditions, dans vos Fnac, et ce qui est bien, c'est qu'il détaille le processus créatif de chaque film de manière assez synthétique. Donc c'est assez basique, mais en même temps c'est efficace. Ensuite, vous connaissez ce livre qui raconte la création de la saga Toy Story. C'est surtout sur ce livre-là que j'ai travaillé pour écrire cette vidéo. Là, vous avez vraiment tout sur la création de Pixar et évidemment sur la création de la saga Toy Story. C'est un livre qui est disponible à Disneyland Paris et qui est édité chez Huggin et Menin. C'est eux qui font la plupart des Art of Animation, donc dedans vous avez évidemment beaucoup de dessins de John Lasseter et des artistes qui ont travaillé sur Toy Story. Et enfin celui-ci, ça vous aide surtout à retenir la chronologie et à vous repérer dans l'espace-temps et surtout à apprécier l'animation. C'est un livre qui raconte très brièvement l'histoire de chaque Pixar, mais qui le met en relief et qui le dessine. Et donc pour chaque film, vous avez un petit carnet que vous ouvrez et le film prend forme. Tiens, on va regarder Toy Story 2, parce que Toy Story 2 c'est mon préféré. Il est aussi édité chez Huggin et Menin. Et pour continuer à parler des produits, le t-shirt que je porte, c'est un t-shirt Uniqlo que j'ai acheté pour notre voyage en Californie qui se profile bien. Il y en a d'autres, ils ont fait aussi une collection, ils ont fait aussi un t-shirt avec la fourchette de Toy Story 4. Vraiment, je vous invite à aller voir, c'est pas cher, c'est pas de très bonne qualité, mais c'est marrant à porter sur les parcs. Donc c'est parti, découvrons ensemble l'histoire de Pixar, de la création de Pixar. Donc déjà, les polémiqueurs, beaucoup de personnes attribuent le succès de Pixar à John Lasseter. Évidemment, c'est vrai. John Lasseter, c'est, comme certains le disent, un peu le nouveau Walt Disney de l'animation. C'était un très grand fan de Walt Disney, un très grand fan des studios, et évidemment que son implication artistique a eu un impact énorme sur l'histoire de Pixar. Et de toute façon, John Lasseter a produit tous les films Pixar jusqu'à ce qu'il quitte le studio, et il a créé beaucoup de personnages qu'on connaît. Donc voilà, c'est un vrai artiste, c'est un animateur, c'est un dessinateur, c'est aussi un très bon scénariste, il est surtout connu pour ça, pour être un très bon scénariste. Ça a été un directeur artistique, il a même été le directeur artistique des studios Disney au moment où Pixar a été racheté par Disney, mais il n'a jamais vraiment géré l'aspect business de son studio, l'aspect administratif. Et pourtant, c'est ça qui va jouer un rôle très important au début de l'histoire de Pixar. En fait, John Lasseter, quand il rejoint Pixar, ça s'appelle pas Pixar. Ça s'appelle Lucasfilm Computers Graphics. C'est une division d'une filiale de chez Lucasfilm qui est extrêmement connue et que tous les fans de Star Wars connaissent, c'est ILM. ILM, c'est Industrial Light and Magic. Encore aujourd'hui, c'est la société qui gère tous les effets spéciaux de Lucasfilm et notamment des Star Wars. Et la spécificité de ce studio, c'est qu'ils arrivent très bien à rajouter de l'effet numérique sur de la prise de vue réelle. Elle a été considérée comme la meilleure société d'effets spéciaux dans les années 80 et même encore dans les années 2000. Jusqu'à la sortie d'Avatar, c'était considéré comme la meilleure société d'effets spéciaux au monde, et encore aujourd'hui, ILM est régulièrement nominée aux Oscars parce que ce sont les meilleurs en effets spéciaux. Évidemment, cette société, comme elle était une filiale de Lucasfilm, elle appartenait à George Lucas. Donc c'est George Lucas qui a créé Pixar et qui a créé cette division dans cette société d'effets spéciaux. Et comme George Lucas était très ami avec Spielberg, il y a eu une vraie aussi collaboration professionnelle, et ILM a aussi supervisé tous les effets spéciaux, par exemple des Jurassic Park, des Retours vers le futur, de E.T. Plus récemment, ils ont aussi fait tous les Pirates des Caraïbes, et c'est important de savoir que ILM produisait déjà pour Pirates des Caraïbes, parce que vous voyez qu'en fait Disney achetait déjà une forme de contenu. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que dans les Pixar, et notamment dans Toy Story 2, qui est mon Toy Story préféré, que c'est truffé de références à Star Wars. Et finalement, le lien entre Star Wars, Pixar et Disney a toujours
était très fort. Donc c'était déjà des univers qui se côtoyaient un petit peu. Bref, pour en revenir à nos moutons, au début des années 80, la 3D ça émergeait, mais plutôt à la télévision. C'était les logos des chaînes qui étaient en 3D, il y avait des petites animations 3D très légères. C'était une technique de pub un peu bateau parce que, vous voyez, l'américain devant sa télé, il était un peu au bout du rouleau, il fallait le stimuler, et donc du coup, un peu de 3D, ça l'émoustille. Puis, il y a eu un vrai film qui a marqué toute une génération d'animateurs et de spectateurs. Un film culte qui est sorti chez Disney, en live action, c'est le film Tron. Et à cette époque-là, John Lasseter, il était animateur chez Disney. Avant de partir chez Pixar et avant de s'en aller, il était animateur chez Disney. Et il était extrêmement ambitieux, il rêvait de devenir Walt Disney. Il avait le même intérêt que lui pour les parcs d'attractions, il avait le même intérêt que lui pour l'animation, mais aussi pour l'innovation. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que Disney n'avait pas innové à l'époque. Et en fait, quand il a vu Tron, il s'est dit « Moi, je veux faire un long métrage d'animation uniquement en 3D ». Il voulait arrêter de dessiner et il voulait développer un film entièrement modélisé par ordinateur, un film d'animation. Sauf que chez Disney, on est très frileux là-dessus, on préfère innover côté live parce que côté animation, c'est un peu, pas la crise, mais la grosse routine. Pour vous faire une idée, l'animation n'avait pas évolué depuis 1960. Et lui pensait, sans même faire un long métrage entièrement en 3D, que c'était possible d'ajouter un peu de 3D dans des séquences d'animation traditionnelles. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait grâce à lui sur plein de Disney des années 90, dans des séquences cultes que vous connaissez, comme par exemple la scène de bal de La Belle et la Bête. C'était des petites séquences 3D discrètes qui étaient ajoutées sur l'animation traditionnelle, et ça a été fait comme ça pendant 10 ans, et ça a porté ses fruits, ça a marché. Sauf que lui, même s'il sent que Disney est prêt à faire ça, il trouve que c'est pas assez audacieux, lui il voudrait vraiment modéliser entièrement un film en 3D ou même un court métrage en 3D. Et donc du coup son départ s'est fait dans de mauvaises conditions parce qu'il y avait à la fois son ambition et sa réelle envie de révolutionner le genre. Et derrière, c'était Disney qui était encore un studio un peu à l'ancienne, donc c'était dur de faire bouger les lignes et son ambition a créé des tensions. Donc il a été remercié par Disney, c'est Disney qui lui a demandé de partir. Et ce qui est bizarre dans cette situation, c'est que Disney a mis du temps à regretter son départ et a mis du temps à faire l'aveu de cet échec. Et c'est pas non plus 100% de leur faute, c'est-à-dire que l'animation traditionnelle dans les années 90 a encore fait de très belles preuves. En fait, la chute de Disney dans les années 2000, côté animation, prouve que John Lasseter avait même pas 5 ou 10 ans d'avance, il avait plus de 15 ans d'avance sur la stratégie de Disney côté animation. Donc on peut pas non plus en vouloir à Disney parce que John Lasseter avait 15 ans d'avance, je sais pas si vous réalisez, 15 ans d'avance en animation, c'est énorme. Bref, une fois sur le marché de l'emploi, il se rend compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'intéresse à l'animation en 3D et qui s'intéresse à l'animation par ordinateur, c'est George Lucas. George Lucas, il cherche les meilleurs infographistes du monde. Pas forcément pour produire un contenu très ambitieux, mais au moins pour avoir les meilleurs. George Lucas, il a toujours été visionnaire, mais disons que sur certains sujets, et notamment sur l'animation, il n'était pas non plus dithyrambique. Donc il savait qu'il avait besoin d'infographistes de ce type-là, mais il y croyait pas non plus à 100%. En tout cas, c'est comme ça que John Lasseter et George Lucas se rencontrent, c'est parce que tous les deux, ils croient plus ou moins à ce filon. Donc il est appelé par George Lucas pour développer quelques effets spéciaux de grands blockbusters en faisant de la modélisation. Le problème et le détail, c'est que John Lasseter, c'est pas un très grand animateur en fait, c'est pas le meilleur des dessinateurs et c'est pas le meilleur des modélisateurs en 3D. C'est plutôt un très bon scénariste qui a le sens du comique. Dans son storytelling et dans la façon dont il raconte des histoires, il avait une approche très traditionnelle. Si vous enlevez la 3D chez Pixar, vous vous rendez compte que on est finalement très proche du storytelling un peu classique des Disney. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était faire à l'ancienne avec une nouvelle technique d'animation. Et chez George Lucas, alors que la société ne s'appelle pas encore Pixar, John Lasseter développe les premiers courts-métrages de chez Pixar, qui sont vraiment les tout premiers. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas celui-là le premier court-métrage de Pixar. Le premier s'appelle Les Aventures d'André, et le second s'appelle Wall-E, qui fait peut-être penser un petit peu à Wall-E, ou à Walibi en Belgique. Walibi sera vraiment marquant, c'est celui qu'on va retenir et c'est celui qu'on considérera comme vraiment fondateur. C'est l'histoire d'un petit homme bleu qui un beau matin se retrouve face à une abeille. Et le parti pris visuel de ce court-métrage, c'est que tout est ovale. C'est une technique qui permet de faire en sorte que ce soit plus simple d'associer les décors et les personnages entre eux. C'est une façon d'assembler les choses plus rapidement. Et en fait, cette simplicité dans le dessin et le fait que tout soit ovale, c'est une façon pour John Lasseter de rendre hommage à Steamboat Willie, dont les graphismes sont très simples. Et donc grâce à ce court-métrage, qui se fait pas connaître du grand public, mais les professionnels remarquent quand même ce travail. Et donc dans des salons professionnels, les gens visionnent ce court-métrage et George Lucas arrive à se faire remarquer grâce à ça. Et George Lucas attire le regard d'investisseurs qui sont très revanchards. Et qui est le spécialiste de la révolution technologique en Californie, qui est le maître de la Silicon Valley à l'époque? Eh ben c'est Steve Jobs. Steve Jobs vient de se faire virer d'Apple, il est hyper énervé, il n'est pas du tout d'accord avec les conditions de son départ, et il a qu'une envie, c'est de se venger et de montrer à Apple qu'il peut
révolutionner un autre genre, et qui peut faire autre chose, et qui peut changer le monde dans une autre société, pour mieux se faire appeler ensuite par Apple. À l'époque, la société vaut seulement 10 millions de dollars, et il arrive à racheter donc Pixar à Lucas, et il renomme la société Pixar. Donc la grosse différence entre George Lucas et Steve Jobs, il est prêt à mettre énormément d'argent, à en perdre beaucoup s'il faut, et à booster son équipe et à faire en sorte de changer le monde. En gros, c'est ça. Donc, il veut faire de Pixar une vraie machine de guerre et il les force à sortir du contenu régulièrement. Donc, pendant ces années-là, Pixar perdait énormément d'argent, mais sortait beaucoup de courts-métrages, dont un qui va changer la donne, c'est Luxo JR, qui est devenu l'emblème de Pixar. C'est vraiment le Steamboat Willie de l'animation en 3D. C'est vraiment le film qui va devenir le symbole de l'animation par ordinateur. Et pourquoi il va marquer les gens? Parce que le film est humoristique, alors que les personnages principaux sont des objets. Et jusqu'à présent, personne n'avait vraiment rigolé d'une lampe ou d'un ballon. Donc c'est un film qui dure 90 secondes, qui met en scène un père lampe, donc un papa lampe, et son fils qui lui est un peu turbulent. C'est tout. Et Luxo JR, pour cette petite séquence amusante, va être nommé aux Oscars pour le meilleur court-métrage d'animation. C'est un court-métrage que vous pouvez retrouver sur YouTube, et sachez, les polémiqueurs, vous qui êtes sans doute passeport annuel, c'est un court-métrage que vous pouvez retrouver au bureau des passeports annuels. Et donc ce court-métrage qui sera considéré comme fondateur pour Pixar deviendra l'emblème, le logo de Pixar. Et donc à partir de ce moment-là, Pixar ne changera plus jamais de logo. Dans ces années-là, Pixar a aussi sorti un autre court-métrage qui s'appelle Le Rêve Rouge. C'est un court-métrage que vous pouvez visionner sur YouTube et que vous pouvez aussi visionner au bureau des passeports annuels parce qu'une fois je suis tombé dessus par hasard. Et donc en fait c'est l'histoire d'un monocycle, donc utilisé par les clowns dans les cirques, qui est abandonné parce qu'il est un peu rouillé, il est un peu has-been. Ça va être très important aussi comme court-métrage parce que cette thématique de l'oubli et de l'abandon, c'est une thématique qui va toujours revenir dans les Toy Story mais dans tous les Pixar. Coco qui est sorti récemment en est l'exemple absolu. Pour la première fois, il n'y a pas de happy end aussi dans ce court-métrage, et à l'époque c'était très mal vu de ne pas faire du happy end, et Pixar va aussi beaucoup se faire remarquer pour ça dans ses longs-métrages, c'est que bien souvent, même s'il y a du happy end, la fin peut être parfois très triste. On n'est pas dans le happy end habituel des blockbusters américains. Et alors que dans Luxo JR, on arrivait à faire rire avec des objets, là on arrivait à faire pleurer avec des objets. Et donc là, grâce à ces deux courts-métrages, Pixar a trouvé ces deux mécaniques principales qu'on retrouvera dans tous les longs-métrages d'animation. En 1988, John Lasseter produit et réalise un court-métrage qui sera déterminant pour Toy Story, un court-métrage qui s'appellera In Toy. C'est la première fois de sa vie que John Lasseter modélise des jouets. C'est l'histoire d'un petit musicien apeuré devant un gros bébé qui ressemble étrangement à Big Baby, qu'on retrouvera quelques années plus tard dans Toy Story 3. Et là, le public, il est vraiment étourdi devant ça, parce qu'il voit des objets de leur quotidien, des jouets, à qui on prête des caractères et des intentions parce qu'ils sont déterminés pour ça, donc un bébé est forcément attendrissant. Et là, on voit que les intentions qu'on leur prête et que les caractères qu'on leur prête ne sont pas forcément ceux que John Lasseter a imaginés pour eux. Donc le gros bébé, il peut être effrayant et non pas attendrissant. Donc le public est perturbé parce qu'il voit des objets et des jouets de leur quotidien, à qui ils ont prêté des intentions et des caractères, se comporter de manière complètement différente de ce qu'il avait imaginé. Et finalement, on retrouve ces traits de caractère dans tous les jouets de Toy Story. Une peluche rose qui sent la fraise, c'est mignon, mais en réalité, ça peut être le plus grand tyran de l'histoire de l'univers. Un dinosaure gigantesque qui a une tête de tueur, ça peut être le plus gros froussard de l'histoire. Ça deviendra un ressort essentiel de Pixar, c'est de voir des jouets qui font 2 cm, qui prennent une voix de rappeur. Et ben ça deviendra un classique de Pixar, et tous les autres studios d'animation, et notamment le studio Illumination, utilisent énormément cette technique, et ça c'est vraiment un truc qui est né chez Pixar à la base. Et Teen Toy va être le premier court-métrage d'animation en 3D, modélisé par ordinateur, à remporter l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Parallèlement à ça, et c'est très important, le studio Pixar réalise des publicités, et en fait grâce à ça, le studio continue à prouver que n'importe quel objet du quotidien, y compris par exemple des boissons et des bouteilles, peuvent devenir des personnages. Ils ont fait ça avec Tropicana par exemple. Ce qu'il faut savoir, les polémiqueurs, si vous travaillez pas dans la pub et dans la communication, c'est un milieu qui est très dur, c'est un milieu où il y a beaucoup d'agences, et Pixar travaillait comme une agence avec beaucoup de clients, et il faut tenir des cadences, il faut produire beaucoup, avec des budgets parfois qui sont serrés, et donc du coup cette contrainte de l'agence a permis à Pixar de se roder et à tenir un rythme de publication. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Pixar tient un très bon rythme de publication de contenus originaux. Et aujourd'hui Pixar est un des rares studios d'animation qui peut se mobiliser pour faire des publicités clés en main pour des annonceurs. Donc c'est pour ça que les personnages Pixar sont toujours très bien intégrés dans les publicités, et c'est aussi pour ça que Disney arrive très bien à mobiliser Pixar pour réaliser des courts-métrages dans les parcs d'attractions. Et par exemple, Ratatouille, l'attraction Ratatouille à Disneyland Paris,
est en réalité un court-métrage de séquences qui n'avaient jamais été montrées dans le film. C'est des séquences qui ont entièrement été réalisées par le studio Pixar pour la création de l'attraction. Et donc encore aujourd'hui, ils peuvent se mobiliser sur ce genre de contenu et ils continuent à sortir des courts-métrages, des publicités, et ils sont faciles à solliciter et ils ont cette facilité à sortir rapidement du contenu. Devant le succès de Teen Toy, John Lasseter a envie de sortir une suite. Et ils vont créer ensemble un épisode spécial Noël dans un Toys R Us. Bon, ça s'appelle pas vraiment Toys R Us, mais c'est tout comme, et ça fera surtout penser à la Halo jouet dans Toy Story 2, mon Toy Story préféré. Et donc dans ce Toys R Us, on retrouvera beaucoup d'éléments, beaucoup de jouets qu'on verra dans les autres Toy Story. Pendant ce temps-là, chez Disney, c'est le gros bordel, il y a un gros problème à la direction. Le neveu de Walt essaye de s'imposer, Eisner arrive enfin au pouvoir, on avait fait une vidéo sur ce sujet-là, sur cette chaîne, et la nouvelle direction de Disney cherche du gros renouvellement, ils sentent que c'est urgent, qu'il faut se renouveler vite. Et donc Pixar commence à être sollicité pour les fameuses séquences dont on parlait tout à l'heure, les fameuses séquences en 3D mélangées à de l'animation traditionnelle. Donc c'est des séquences que vous connaissez, comme celle de la petite sirène, de la Belle et la Bête. Et surtout, en interne, ils essayent de débaucher Lasseter. Et John Lasseter dit non, c'est hors de question. Et donc du coup, Disney est revenu vers lui en lui proposant quelque chose de plus intéressant. Ils sont venus vers lui en lui disant ton court-métrage préféré, Teen Toy, on aimerait que tu nous le fasses en 80 minutes. Donc à l'époque, c'était pas vraiment un problème. S'ils avaient pu faire 20 minutes, ils pouvaient faire 80. C'était pas la durée qui posait problème. Ce qui posait problème, c'était comment on le faisait. Et là, Disney disait, eh ben en gros, tu le fais chez toi, dans ton studio, et on te l'achète, comme si on achetait une publicité, ou comme tu fais en fait avec tous tes autres clients. On vient t'acheter chez toi du contenu comme si on était un client comme un autre. Et tu le fais de ton côté. Et si le film est ok, on te l'achète, c'est bon. Disney sentait l'urgence parce qu'ils voyaient bien que techniquement c'était possible de faire 80 minutes, mais qu'il fallait surtout pas passer à côté du fait que ça devait être eux qui devaient distribuer ce 80 minutes et personne d'autre. La plus grosse difficulté, c'était l'histoire. Comment raconter une histoire avec des objets du quotidien, même si ça avait été montré en court-métrage, il fallait faire tenir ça sur 80 minutes. À l'époque, Disney a mis 20 millions pour le film. C'est une grosse somme, une plus grosse somme que pour les autres classiques d'animation, mais ça reste raisonnable. En réalité, Disney n'a pris le risque qu'à moitié. Ce qui les intéressait, c'était pas vraiment le film, c'était de pouvoir dire qu'ils avaient sorti le premier film en 3D, et de pouvoir récupérer John Lasseter. Il y avait que ça qui les intéressait. Donc le deal avec Disney est très mal parti, et ça a été plus de 15 ans d'une mauvaise entente entre Disney et Pixar jusqu'au moment du départ d'Eisner et jusqu'à l'arrivée de Bob Iger. Ça a été une entente catastrophique entre Pixar et Disney, notamment sur la cadence de sortie des films. Disney voulait aussi déménager Pixar de son studio à San Francisco et de les emmener à Burbank. John Lasseter avait dit non, il voulait rester à San Francisco. Et encore aujourd'hui, le studio Pixar est à San Francisco, et les employés de Pixar sont à San Francisco, ils ne sont absolument pas à Burbank. Et il voulait les faire produire à une cadence infernale, avec plus de 4 films, et ça vraiment, ça restera le cœur du contentieux entre Pixar et Disney, c'est cette volonté de Disney d'acheter beaucoup de films, parce que eux-mêmes en sortaient énormément, là où Pixar avait besoin de temps, non pas pour la technique, mais pour les histoires. Les négociations vont se terminer en 1991, ils vont se mettre d'accord sur 3 films. Ces 3 films, ce sera Toy Story, les 2 autres on les connaîtra pas encore, mais en réalité ce sera Toy Story 2 et Mille et une pattes. Et Disney surtout veut racheter le logiciel qu'utilise Pixar. C'est surtout la technologie, comme je le disais, qui les intéressait, et John Lasseter arrivera à faire en sorte de conserver le logiciel jusqu'à ce qu'il soit nommé directeur artistique des studios Disney, vous le savez, dans les années 2000, et à ce moment-là, il va commencer à utiliser ce logiciel pour les classiques d'animation. Donc John Lasseter, pour développer ce film, va sortir une vieille histoire qu'il avait imaginée déjà pour Teen Toy, mais une histoire qui était restée dans les cartons. Ça raconte le quotidien d'un jouet d'un supermarché qui rêvait de se faire acheter pour qu'on joue avec lui. Et son seul bonheur, c'est de passer quelques moments avec un enfant et de jouer avec lui. Et c'est ces moments-là qu'il rêve de partager. C'est exactement les moments que recherchent Woody et Buzz dans les Toy Story. Et le premier nom de ce film, c'est Toys R Us. Donc évidemment, l'histoire ne sera pas conservée, mais vous voyez bien qu'on a quand même un morceau de l'histoire de Toy Story. Et pour la petite anecdote, le rayon de ce magasin est dirigé par un ours tyrannique qui s'appelle Otso. Et c'est un ours qu'on retrouvera évidemment dans Toy Story 3. Et ça se termine par le fait que les jouets mènent la révolte contre cet ours tyrannique. Exactement comme dans Toy Story 3. Et finalement, c'est en septembre 91 que pour la première fois, Pixar sort le scénario d'un jouet qui passe du temps avec un enfant. Plus tard dans le film, un duo de jouets tombe d'une voiture alors que la famille se rend dans une pizzeria. Et sur le chemin du retour, ils sont rattrapés par un garçon un peu bizarre qui veut les torturer et qui leur attache une fusée. Mais ils arrivent ensemble à s'échapper, à retrouver leur propriétaire et à former une belle équipe. Je vais pas vous raconter dans le détail
la création de Toy Story parce que ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais ça c'est le premier scénario de Toy Story, 1991. Le titre de Toy Story était aussi complètement provisoire, ça devait absolument pas être le titre parce que les gens chez Disney considéraient que mettre jouet dans un titre, ça faisait trop enfantin et que du coup les ados et les familles mettraient peut-être du temps à venir et viendraient avec que des enfants en très bas âge, alors que John Lasseter, lui, voulait vraiment emmener les adultes au cinéma, mais il estimait que ce titre était quand même bon et il a fini par rester. En 1993, il y a les premières projections de Toy Story, c'est désastreux. Les mecs de chez Disney sont dévastés, ils trouvent que c'est complètement nul, que les personnages sont tous moches, que l'histoire est trop compliquée, il y a trop d'éléments, mais grâce à la persuasion de Steve Jobs et à la volonté d'Eisner de révolutionner un peu le genre, ils remettent encore plus d'argent, ils embauchent encore plus d'animateurs et en fait ils affinent. Ils affinent leur histoire, ils affinent leur personnage. C'est aussi là qu'ils travaillent énormément le personnage de Buzz, donc ils viennent rajouter une histoire dans l'histoire. Et là, Disney commence à y croire. Disney essaye de rajouter un petit peu de musique, ce qu'ils arrivent à faire, sauf que c'est pas interprété comme des comédies musicales. Et donc là, Disney commence vraiment à y croire. Ils projettent le film à plein d'événements, à des événements professionnels, et ils sentent que la sauce monte, que les gens commencent à être vraiment hyper emballés, sont bluffés par le réalisme du film. Et donc Disney contacte en urgence des fabricants de jouets comme Hasbro et Mattel pour leur demander de faire des produits dérivés, chose que les fabricants de jouets refuse. Donc au moment de la sortie de Toy Story, il n'y avait aucun jouet Toy Story. Puis le 22 novembre 1995, le film sort en salle, et là c'est le carton qu'on connaît, mais là c'est plutôt l'histoire de Toy Story, et je reviendrai en fait pour vous raconter l'histoire de Toy Story. Mais voilà, maintenant vous savez dans quelles conditions est né Pixar, ça a été une épopée. John Lasseter a réussi ce tour de force de rester chez Pixar, mais de gagner en puissance chez Disney. Il a reproduit le schéma qu'il avait tant marqué avec Walt Disney, c'est-à-dire qu'il avait une équipe à peu près d'une dizaine de personnes, exactement comme les 9 sages de Walt Disney, et en même temps John Lasseter, vers la fin de sa carrière, arrivait à s'impliquer aussi sur les sujets de Walt Disney Imagineering, et donc il a réussi à recréer presque à l'identique le schéma qu'avait réussi à créer Walt Disney. Et finalement, dans une vidéo, je m'étais demandé quel était le nouveau Walt Disney, je pense que c'était lui. Malheureusement, vous le savez, tout ça s'est arrêté parce que John Lasseter a été accusé par certains de ses collègues de comportements inappropriés, des comportements qu'il a reconnus. Aujourd'hui, John Lasseter, il travaille chez Skydance dans la branche animation et il va sortir bientôt un film chez eux. Et je pense que évidemment j'irai le voir parce que John Lasseter, pour moi, c'est un monstre de l'animation. Et c'est vrai que son départ m'avait beaucoup attristé. C'est un animateur que j'associais à toute mon enfance et donc le voir partir et le voir se faire virer avait été un choc. Et en même temps, le fait qu'il reconnaisse avait été un choc aussi parce que derrière, évidemment, il y avait un gros décalage entre ses comportements et les histoires qu'il racontait au cinéma. Enfin bref, aujourd'hui, le directeur artistique de Pixar, c'est Pete Docter. C'est lui qui a réalisé les films les plus tristes du studio et les plus particuliers, donc Monstres et compagnie, Là-haut, vice versa. Vous voyez, c'est les films un peu spéciaux du catalogue. Évidemment, il était impliqué sur tous les autres Pixar en tant que scénariste ou en tant qu'animateur. Je trouve que c'est très bien que ce soit quelqu'un des premières heures qui récupère la direction artistique du studio. Et en même temps, il est un peu plus jeune, il me semble, et aussi, c'est lui qui propose les choses les plus particulières du catalogue, donc ça peut être intéressant, et c'est lui qui, donc, du coup, produit le prochain Pixar qui s'appelle Onward, donc du coup, En avant en français. Donc voilà les polémiqueurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi quelques anecdotes sur l'histoire de Pixar. Tous les courts-métrages de Pixar, vous pouvez les retrouver sur YouTube, en DVD, ils seront disponibles sur la plateforme de streaming Disney+, évidemment. Si vous allez à Disneyland Paris, vous pouvez voir ces courts-métrages, donc au Disneyland Hotel par exemple, et au bureau des passeports annuels, et je trouve que ça a toujours du charme que de regarder des courts-métrages Disney et Pixar quand vous baladez dans les parcs Disney. Voilà les polémiqueurs, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye!